nouvelle page s'ouvre en Corée du Sud. Le candidat de centre-gauche, Lee Jae-myung, a été élu après 6 mois de crise politique suite à la tentative de l'ancien président d'imposer sa loi martiale. On est avec Olivier Guillard. Bonjour, vous êtes chercheur associé à l'Institut d'études géopolitiques appliquées. Vous êtes un spécialiste de l'Asie. Monsieur Lee, il obtient donc 51% des voix face à son rival. Il était le grand favori. Quand on dit qu'il est de centre-gauche, est-ce que c'est la bonne dénomination? Est-ce qu'on peut utiliser ces termes? Écoutez, le nouveau président en question préfère donc, à l'image de sa famille politique, se caractériser par l'appartenance à la doctrine libérale. Donc en fait, on les appelle les libéraux. Monsieur Lee, donc le nouveau président, qui attendait les 50 millions de Sud-Coréens, va s'efforcer avec sa doctrine libérale, en tous les cas c'est son ADN libéral, de redonner un semblant de sérénité à ce pays, économiquement, mais aussi politiquement, géopolitiquement et autres. Il s'est déjà mis à la tâche, il a une feuille de route assez dense ces prochains jours et ces prochaines semaines. Sérénité dont le pays a besoin, parce que quand même, il reste ça fait un traumatisme un peu, ces manifestations monstres. La loi martiale, ça a créé une lourde fracture. C'est le moins qu'on puisse dire. La société sud-coréenne, qui est assez clivée politiquement déjà en temps normal, lors du semestre écoulé, il a été encore davantage. Les Sud-Coréens, au sein des mêmes familles, se disputent du matin au soir depuis à présent, donc un peu plus de 6 mois. La tâche va être rude. On ne recimente pas une société divisée juste sur la foi d'un résultat aux élections résidentielles, aussi net soit-il, mais de toute évidence, donc il y a des velléités populaires de revenir à un semblant de normalité. L'économie au premier trimestre 2025 s'est contractée, ce n'était pas tout à fait ce que suggéraient pourtant un an plus tôt les perspectives, et donc les attentes autour de la relation entre la Corée du Sud et les États-Unis d'Amérique, vous l'évoquiez à demi-mot d'une certaine manière il y a quelques minutes dans votre reportage précédent, va concentrer une partie de la feuille de route immédiate de ce nouveau chef de l'État, qui a lui aussi donc quelques idées un petit peu contradictoires avec le mandat précédent, et les Sud-Coréens l'attendent au tournant, mais pas que. La Chine, les États-Unis, le Japon, la Corée du Nord, donc regarde de près ce que le nouveau président Lee va décréter ou mettre en place ces prochains jours, ces prochaines semaines. Caroline. Justement, concernant les négociations avec les États-Unis, le nouveau président a déclaré que le protectionnisme menaçait la survie de son pays, pays qui dépend fortement des exportations. Est-ce qu'il est l'homme de la situation? Est-ce qu'il a ce qu'il faut pour négocier avec l'administration Trump? Écoutez, négocier avec l'administration Trump, on peut avoir les arguments que l'on veut, aussi pertinents soient-ils, on n'est jamais évidemment sûr du résultat, et c'est pas la Corée du Sud qui, malheureusement, va certainement pouvoir prétendre le contraire. Néanmoins, donc, le président sud-coréen et son équipe s'est préparé donc, à discuter dès aujourd'hui, sinon, si ce n'est pas déjà fait, avec l'équipe du nouveau locataire de la Maison-Blanche. La tâche s'annonce pas très simple, puisque ces dernières semaines, donc la Maison-Blanche, en évoquant le Japon, en évoquant Taïwan, mais en évoquant également donc, ce partenaire d'Asie orientale important pour les États-Unis, mais pour également la région qu'est la Corée du Sud, qu'il va falloir se mettre autour de la table très rapidement pour trouver un moyen au-delà de l'accord de libre-échange entre les deux pays, de s'accorder sur ces droits de douane que l'on ne veut pas du côté sud-coréen, mais qui sont là et qui, visiblement, donc, vont se heurter à une réalité qui sera celle de l'acceptation en contrepartie de quelque chose. C'est justement ce quelque chose que s'apprête à mettre sur la table les nouveaux responsables sud-coréens, en sachant que la tâche s'annonce rude et qu'en face, nous avons donc l'administration Trump 2.0 qui ne s'avère certainement pas plus simple à négocier que lors de son, en tout cas pour ce qui est de cette relation bilatérale, économique et sécuritaire, que lors du premier mandat. Qu'est-ce qu'on peut dire sur son profil, Lee Jae-myung, ancien ouvrier de 60 ans? Il a frôlé la mort avec une tentative d'assassinat l'année dernière. Il était grand favori. Qu'est-ce qu'on sait exactement de lui? Écoutez, on sait que c'est un individu qui a un charisme non négligeable dans ce paysage politique sud-coréen qui est un petit peu heurté, en tout cas avec des personnalités dont la carrière politique prend des travers assez courts ces dernières années. C'est un individu qui est énergique, il s'inscrit un petit peu dans une certaine mesure dans les pas de son prédécesseur à la présidence, pas celui qui a été destitué il y a quelques semaines ou quelques mois, mais le président Moon, donc un président qui était libéral, en poste de 2017 à 2022, et qui avait un agenda lui aussi
de politique de la main tendue, si l'on peut dire, avec la Corée du Nord, avec la Chine, d'essayer de trouver un mode opératoire plutôt équitable avec les États-Unis. Ce n'est jamais simple, surtout donc avec les États-Unis sous le jour que l'on connaît depuis ce janvier. Et donc il a une capacité probablement supérieure à la moyenne, en tous les cas à celle du président sortant, pour ce qui est d'essayer de redonner un lien à la société sud-coréenne qui est très clivée politiquement notamment. Donc ça, on lui prête quelques capacités. Après, une fois encore, on est en Corée du Sud, entre les déclarations d'intention et la mise en place des projets, le cours est parfois long et heurté, mais aujourd'hui, donc les électeurs ont porté M. Lee à la présidence, ce n'est pas une surprise, avec une marge assez confortable, mais on l'attend au tournant. Il y aura, à la différence des transitions politiques et gouvernementales en Corée du Sud, pas de période de transitoire ou une période de grâce, où M. Lee est déjà au travail, les dossiers doivent remplir donc sa table de 5 mètres de long dans son bureau, et ça ne va pas être une tâche aisée. Caroline, vous avez évoqué l'importance de la relation, du rapport avec la Corée du Nord. Lee Jae-myung s'engage à renouer le dialogue pour améliorer cette relation bilatérale. Est-ce que c'est possible, et si oui, à quoi ressemblerait une amélioration? Parce que Kim Jong-un, de son côté, lui, il ne tend pas vraiment la main. C'est le moins que l'on puisse dire. Votre approche est tout à fait pertinente. Donc, M. Lee a l'approche un petit peu à l'instar de ce qu'avait fait le président Moon en son temps, en 2017-2022, considère que se heurter davantage, comme le camp conservateur l'a fait jusqu'à il y a quelques semaines, à la Corée du Nord, c'est aller droit dans le mur. Ça ne rapporte rien. D'ailleurs, aujourd'hui, depuis 2023, la Corée du Nord a clairement coupé l'essentiel des ponts, qu'ils soient symboliques, institutionnels ou techniques, avec la Corée du Sud, en estimant que c'était un État hostile et qu'il n'y aurait jamais de rapprochement, et qu'on ne parle plus du tout à la Corée du Sud pour des questions évidentes. C'est évidemment une impasse qui est avant tout évidemment le fait non pas de la Corée du Sud mais de la Corée du Nord, qui s'est radicalisée d'une certaine manière, donc plus encore depuis un an, depuis que la Corée du Nord et la Russie ont signé une sorte de partenariat stratégique, un accord de défense mutuelle. Donc la Corée du Sud entend essayer, avec la nouvelle administration, renouer quelques liens en s'avérant modeste au départ, en pensant que un retour vers une décrispation et la mise en place d'un début de discussion avec la Corée du Nord va prendre du temps, il va falloir se montrer patient. C'est très tenu, hein. On a vu les déclarations cette nuit, vraiment, du président qui dit on préfère la paix à la guerre. Pour l'instant, on marche sur des œufs. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Olivier Guillard, chercheur associé de l'Institut d'études géopolitiques, spécialiste de l'Asie.